Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Astuces de com et comme vous le savez, on continue la série LinkedIn Boost. On est dans le 2e épisode. Mon objectif, c'est de vous aider à aborder LinkedIn de manière un petit peu différente et surtout sur de bonnes bases. Et pour l'occasion, aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Léa Clos que vous avez peut-être déjà entendu sur le podcast dans ma série 10 minutes avec. Salut Léa, comment vas-tu? Salut! Écoute, ça va très très bien et toi? Je suis en pleine forme et je suis très contente qu'on puisse se revoir pour un nouvel épisode. Ravie aussi d'être avec toi aujourd'hui. Bon, c'est top. Du coup, tu sais pourquoi on est là? Oui, oui, non, je sais pas, on m'a ramené ici C'est ça, de de force. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, on va parler de création de contenu sur LinkedIn. Donc, Léa Close, donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans l'épisode pour retrouver Léa, qui a pas mal d'expérience, qui a testé pas mal de choses. Et c'est une personne, comme je l'avais déjà dit, qui est plutôt inspirante. J'adore tout ce que tu fais. Et surtout parce que tu le fais avec naturel, spontanéité et toujours le sourire. Et je suis sûre que tu as plein de choses à apporter aux personnes qui nous écoutent. Donc, tu es créatrice de contenu sur LinkedIn et tu as une petite spécialité qui est donc la psychologie. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus, Léa? Oui, notamment, donc effectivement, moi ça fait plusieurs années que j'évolue dans la sphère de la création de contenu et je me suis rendu compte que finalement tout est attrait à l'humain et que plutôt que de s'adresser à des algorithmes, on s'adresse avant tout d'abord à des humains et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre un petit peu les mécanismes de l'audience à laquelle on s'adresse. Et pour ça, la psychologie est un terrain d'expérimentation qui est ultra riche et dans lequel on peut vraiment venir piocher plein de petites stratégies et plein de petits apprentissages pour avoir justement des initiatives plus prédictives. Et c'est vrai que cette spécialité, finalement, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur LinkedIn. J'ai vu quelques personnes un peu en parler, mais je trouve c'est que ça a fait aussi, je pense, ton image, ton branding. Enfin, tu as pu le baser là-dessus aussi, puisque c'est quand même une spécialité à creuser, je pense. Ouais, complètement, complètement. Et puis il y a aussi une notion de timing. Je suis arrivée à un moment où on en parlait encore relativement peu. Donc je suis contente de voir que ça se démocratise et contente de voir que mon audience aime bien aussi m'entendre sur ce sujet-là. Et donc, ça fait combien de temps maintenant que tu es active sur LinkedIn? Au moment où on enregistre ce podcast, je regarde la date à laquelle on est, ça va faire un peu plus d'un an. Un an et quelques semaines, slash peut-être un mois Ok. que je suis active sur LinkedIn. Mais on t'a beaucoup vu, enfin, tu as été vraiment hyper active, on peut dire, sur la plateforme. Et surtout, tu as pu tester pas mal de choses que tu vas nous partager, j'espère. Tout à fait. Sans filtre. Donc, on a dit que il fallait qu'on définisse 3 conseils ultra actionnables pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent mettre en place des choses concrètes. Heureusement, en off, on a eu le temps quand même d'en discuter. Donc, est-ce que tu es prête pour nous partager justement en retour d'expérience les 3 conseils que tu as choisis? Avec grand plaisir. Est-ce que tu es prête? Moi, je suis toujours prête. C'est parti. Allez, alors je démarre avec le premier conseil, qui là va plutôt s'adresser aux personnes qui se lancent, qui en sont un petit peu au démarrage de leur publication de contenu sur LinkedIn. Vraiment un conseil que j'ai envie de vous donner et qui va pas être facile à tenir, mais croyez-moi, ceux qui l'ont appliqué en sont très heureux. C'est dès le démarrage, en fait, moi, mon conseil, c'est de dire les 2 premiers mois, 2, 3 premiers mois même, vous lâchez la grappe, vous démarrez sur LinkedIn avec le moins de pollution intellectuelle possible. Donc vraiment, vous faites en sorte d'avoir un persona qui est très clair, qui est très bien identifié, donc savoir exactement à qui vous vous adressez et quel est le profil psychologique notamment de ce personnage, donc typiquement quelle est la douleur qu'il a envie de résoudre, à quoi est-ce qu'il aspire, quels sont les freins qui l'empêchent d'avancer vers son objectif. Voilà, ça, le profil psychologique de la personne à laquelle vous adressez, ça c'est extrêmement important, c'est très crucial. Vous faites en sorte d'avoir aussi un positionnement qui tient la route pour qu'on comprenne ce que vous faites, sinon là c'est le bazar et personne ne va avoir envie d'aller plus loin avec vous si on ne sait pas ce que vous nous proposez. Mais vous cantonnez à ça et puis
pendant 2 à 3 mois, vous publiez. Ma recommandation, c'est quand même minimum 3 fois par semaine pour avoir un petit peu de matière, un petit peu de data à analyser et un petit peu de matière sur laquelle finalement expérimenter. Et ensuite, vous lancez que du test and learn. Les 2, 3 premiers mois, on n'est pas là pour faire de la performance, on s'en fiche, on n'est pas là pour devenir des stars, on est là pour apprendre. Tant qu'on n'est pas confronté au réel, tant qu'on ne se confronte pas à la réalité de son marché, on n'a pas de matière finalement pour savoir exactement dans quelle direction aller. Et donc, ces 2, 3 premiers mois, vous les consacrez chaque semaine à lancer des nouvelles petites expérimentations. Vous dites, OK, mon objectif cette semaine, c'est ça. Je veux tester ce nouveau truc, ce nouveau format, ce nouvel type d'accroche, ce nouveau sujet que j'ai jamais abordé auprès de ma cible. Et puis, à la fin de la semaine, chaque semaine, vous faites votre petit bilan. OK, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Qu'est-ce qui a pris? Qu'est-ce qui a fait que les gens m'ont envoyé, par exemple, des invitations, des DM pour m'en demander un peu plus d'informations sur mes services? Voilà, vous faites en sorte de connaître votre marché et de savoir ce qui fonctionne le mieux selon vos objectifs auprès de votre cible. Du coup, dans ce que tu as dit, j'ai envie de rebondir sur plein de choses. Donc, on fait une pause sur ce premier conseil. J'ai essayé de pas oublier ce que je voulais dire. Donc, déjà, il y a un truc que tu as dit qui est hyper important, mais finalement, les gens n'y pensent pas forcément quand ils démarrent. C'est qu'en fait, c'est important de savoir clairement où on veut aller, quelle est quand même notre stratégie, un peu avoir des bases de stratégie de communication, quelle est l'image qu'on veut renvoyer, à qui on s'adresse, et concrètement, qu'est-ce qu'on cherche sur LinkedIn, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, parce que si ça, déjà, c'est pas au clair, en fait, ça va partir dans tous les sens. Donc ça, pour moi, je pense que c'est ultra important. Et après, dans ce que tu as dit, finalement, par rapport au test and learn, une fois qu'on sait à qui on s'adresse, ce qu'on veut mettre en avant, finalement, de se donner l'autorisation de faire plein de choses, de tester. C'est justement en faisant tout ça, je pense qu'après, on peut obtenir des résultats. Et pour moi, ce conseil, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que même des gens, si tu veux, qui sont sur LinkedIn depuis un moment, qui sont en phase un peu de questionnement sur mais ça va pas, faut que je m'améliore. Enfin, moi, je pense qu'on peut aussi se remettre dans des phases de test and learn, même après avoir démarré depuis un moment. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ça, en fait, le test and learn ne s'arrête jamais. En revanche, je trouve qu'on a souvent un petit peu, enfin en tout cas moi je le vois sur mon feed, on a souvent justement cette injonction à avoir une stratégie. Si vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous n'avez pas de stratégie, etc., etc. Et en fait, moi, le piège dans lequel j'ai pas envie que les débutants tombent, c'est d'attendre d'avoir un truc parfait, une stratégie parfaite, un truc hyper rigide qu'ils vont payer 1500 balles et duquel ils veulent surtout pas, du coup, se détourner pour se lancer. Alors que justement, dès le démarrage, je recommande d'y aller avec évidemment des bases stratégiques, des fondamentaux quand même un petit peu en place pour qu'on soit pas là à naviguer à vue et évidemment, genre, du coup, ne pas trop savoir où on va ni comment on va y aller, mais tout en restant relativement flexible parce que franchement, même en tant que professionnel, moi qui bosse sur ces sujets-là, en général, j'évite de prendre des personnes qui démarrent de zéro parce qu'il n'y a pas de matière en fait sur laquelle itérer, sur laquelle imaginer une stratégie, sur laquelle en fait finalement venir un petit peu consolider tout ça. À ce stade, on ne peut pas consolider, donc autant être expansif, autant apprendre un maximum pour ensuite resserrer et on va dire rigidifier un petit peu tout ça. Et puis finalement, c'est en faisant aussi qu'on va apprendre. Donc effectivement, le but, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de parfait, mais au moins partir sur de bonnes bases, se lancer et se laisser l'opportunité de progresser pour peaufiner finalement après ce qu'on va faire au quotidien sur LinkedIn, quoi. Exactement. Et on va aussi découvrir en faisant où sont nos forces, tout simplement. Ça, c'est des petites choses bêtes, mais au-delà de ce à quoi notre marché réagit le mieux, ah bah tiens, peut-être que moi, j'ai une meilleure appétence à l'écrit, peut-être que j'ai une meilleure appétence au format vidéo, et ci et ça. Et mine de rien, ça joue aussi sur la performance globale, au-delà du message, packaging, on va dire, la façon dont on le package a aussi un impact, et ça, on le sait seulement en le faisant, quoi. Ok, bon top ce premier conseil. Et du coup, quel est ton deuxième conseil alors pour la création de contenu sur LinkedIn? Alors, le deuxième conseil, il est issu vraiment d'une observation que j'ai que j'observe constamment avec tous mes clients, quasiment, même ceux qui publient depuis longtemps, qui ont un peu de bouteille. Très souvent, on va voir des posts qui partent un petit peu en cacahuète, en sucette, dans tous les sens. Et ce que j'observe, c'est souvent parce que justement, les gens se lancent un petit peu, soit dans la rédaction, soit dans l'élaboration de leur calendrier, bref, de leur stratégie, on va dire de manière globale. Mais là, on pense plutôt à la rédaction d'un post. Je suis devant ma feuille, je dois rédiger un post, j'ai identifié vite fait mon sujet. Et là, erreur, les gens se lancent tête baissée dans le truc. Donc, ils passent vraiment de l'idée directement à la rédaction. Alors qu'il y a une phase pour moi qui est essentielle entre ces deux phases-là. Donc, j'ai l'idée et je veux commencer à rédiger. D'abord, je
cadre, on va dire, ma rédaction avec ce que j'appelle le petit processus de cadrage qui est hyper rapide. C'est un processus de cadrage que moi, je me fais systématiquement en 4 questions et qui va permettre justement que notre post soit suffisamment impactant et surtout qui nous évite de diluer complètement notre message dans une tonne de fioritures ou voilà. On va essayer d'en extraire finalement le maximum en se posant ces 4 questions. Première Ok. question. C'est quoi l'objectif de mon post? Qu'est-ce que j'ai envie de chercher avec ce post-là? Est-ce que consciemment, c'est un objectif, enfin, c'est un post qui vise finalement un objectif de visibilité? Est-ce que c'est un post qui a pour but de ramener des gens vers ma newsletter, qui a pour but de ramener des gens vers ma page de vente, qui a pour but peut-être de générer de l'engagement en commentaire pour me permettre d'identifier un petit peu qui sont mes prospects avec, je sais pas, une question ouverte, très très ciblée, ou commente X, Y, Z pour recevoir mon guide, j'en sais rien. On va dès le démarrage vraiment identifier l'objectif de notre contenu. Très important. Ok. Question numéro 2, et ça, celle-là, elle est vraiment sous-cotée, c'est quelle est la taille de l'audience à laquelle je m'adresse. Très important. Et ça, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que ça va vous permettre derrière, d'un point de vue des analytics, donc dès que vous allez comparer un petit peu vos performances sur la semaine, parce que vous allez faire du test and learn, vous allez écouter le bon conseil de Tata Lélé, vous allez vous dire, ah ben tiens, bah, ce post-là, et je sais pas, il a fait, je dis une bêtise, il a fait 100 likes, celui-là, il en a fait 30, ah bah ça veut dire que le post numéro A qui a fait 100 likes, il est meilleur que celui qui en a fait 30. Pas forcément. Et pour ça, j'ai un très bon exemple, il y a un créateur de contenu que je prends souvent en exemple sur LinkedIn qui avait publié la même semaine 2 posts, donc exactement, donc même temporalité, publié la même semaine, 2 posts, exactement le même format. C'est un format un peu signature qu'il a, donc vraiment le format ne change pas du tout. Simplement, il y avait un post qui venait s'adresser à, donc c'est un coach en productivité. Il y a un post qui venait s'adresser aux entrepreneurs qui sont plutôt du matin, un truc comme ça, très large comme cible. L'autre post qui venait s'adresser aux parents débordés qui ont un enfant, machin, et qui sont entrepreneurs. Donc entrepreneurs, parents débordés. Wow. Ça fait plus de En fait, critères là. voilà, ça fait plus de critères. Et donc, par définition, la cible du deuxième poste, qui est les parents débordés, est beaucoup plus restreinte que la première. Par contre, on est sur le même objectif. Clairement des postes de conversion tous les deux. Et si ça se trouve, en fait, in fine, ces 2 postes ont fonctionné de la même manière. Ils ont peut-être ramené autant de leads. Ils ont été tout autant efficaces en termes de pourcentage de conversion, de taux de conversion par rapport à l'audience qui était visée. Et donc, c'est là où je veux juste finalement lancer un petit signal d'alarme en disant attention, remettez toujours du contexte dans vos analyses. C'est quoi finalement le facteur que vous allez prendre en compte? Et ici, la taille d'audience, par définition, auquel le poste s'adresse, a son importance. Mais clairement, on entend, c'est vrai que dans tous les conseils qu'on peut voir, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Bah, on parle pas de ça. C'est vrai que on met pas trop le doigt sur cette info que tu viens de nous donner, et en fait, ça paraît entre guillemets logique, mais en fait, on n'y pense pas. Bien sûr, en fonction du sujet qu'on choisit, bah, ça peut être plus ou moins restrictif par rapport à la cible qui va se sentir concernée. Et forcément, bah, plus on est précis, moins on touche une cible large, et forcément, il y aura peut-être entre guillemets moins de retours en termes de chiffres, enfin de chiffres visibles, des likes, des commentaires, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le post n'est pas intéressant à créer et qu'il n'y aura pas de retour, quoi. Donc effectivement, question très intéressante à se poser. Ah, n'est-ce pas? Mais c'est pas fini. Parce qu'on en a encore 2, mais vraiment, c'est hyper rapide, hein. Ça prend 5 minutes maximum de se poser ces questions-là. La troisième question, c'est quel est le message numéro 1 que j'ai envie que mon lecteur retienne de ce post? Ça, j'insiste parce que très souvent, cette question-là, on se la pose pas, qui nous amène en fait à prendre des détours pas possibles dans notre post, en fait à diluer notre message, à diluer la vraie essence de ce qu'on a envie de transmettre avec une tonne de détails parce qu'on a peur de pas être assez exhaustif, une idée en amène une autre et du coup on a envie de développer 30 idées dans un post, sauf que le lecteur a besoin qu'on réduise au maximum le niveau d'ambiguïté. Donc Mm. vraiment, il faut que notre message soit clair et pour ça, il nous faut un seul et unique message à retenir. Ça va nous permettre d'articuler une bonne accroche, ça va nous permettre de justement d'être peut-être plus pertinent dans le développement de cette idée-là en particulier, donc de rendre notre poste aussi plus riche d'un point de vue du corps du texte, mais surtout, ça va nous permettre de formuler une message, un dernier, je veux dire, une dernière petite touche qui est un petit peu plus impactante et qui va nous permettre justement que le lecteur, en fait, parte de là avec précisément ce qu'on avait envie de lui délivrer. Donc ça, c'est un point très important, surtout pour éviter de s'éparpiller, et ça, c'est très très commun malheureusement. Mm. Ok, très bien. Et la petite dernière, grand classique, mais encore une fois, c'est bien de l'avoir identifié en amont. Quelle est l'action que j'ai envie de
d'enclencher immédiatement chez ma cible. Encore une fois, pareil, là je fais une micro-parenthèse, mais c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Cette question-là, il faut vous la poser systématiquement parce que je vois beaucoup de posts, malheureusement, qui ont peut-être un objectif de qualification de leur audience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui cherchent à obtenir des leads et qui du coup cherchent à, peut-être dans les commentaires, avec une question ouverte qu'ils vont poser en fin de post, à identifier quel pourrait être leur prospect. Sauf que la question ouverte, ça va être quoi? Voici mes 5 conseils. Est-ce que tu en aurais un sixième à ajouter? OK? Mais cette question, elle vient générer quoi? Elle vient générer des concurrents qui viennent apporter leur sixième conseil en commentaire. Et donc, on passe complètement à côté de notre vrai objectif, de la vraie action qu'on avait envie de déclencher. Donc, encore une fois, posez-vous cette simple question. En fait, créez en conscience et ces 4 questions, elles vous permettent de mettre beaucoup plus de conscience et d'intentionnalité sur la création et la rédaction de votre poste. Oui, puis finalement, bah, c'est ça. Enfin, ça permet, comme tu l'as dit, enfin, c'est un processus de cadrage. Mais ça permet Ouais. justement de cadrer ces postes pour pas partir dans tous les sens et être sûr de, entre guillemets, la performance, même si j'aime pas trop, toi non plus, voilà, de trop mettre ça en avant. Mais finalement, bah, au moins de savoir que nos contenus, pas forcément sont performants, mais au moins, enfin, vont être utiles à la fois pour nous et pour notre cible, quoi. Et je voulais dire, et sans parler je suis d'accord avec toi, il faut pas tomber dans l'injonction à la performance. Par contre, il faut aussi se rappeler que créer du contenu, c'est quand même un investissement personnel Mm. en temps, en énergie. Parfois, c'est une sortie de zone de confort pour pas mal de personnes. Donc, c'est bien aussi de sentir qu'on a un petit peu le contrôle finalement sur ce qu'on crée et qu'on a à minima essayé de donner le meilleur de nous à ce moment-là. Oui, ça permet d'avoir des critères aussi sur lesquels se baser pour analyser bah, la pertinence de notre publication, mais sans être non plus dans le trop compliqué ou se mettre une trop grosse pression qui est tout ce qu'on veut pas. Exactement. Donc, je résume juste 4 points objectifs de mon poste, taille de l'audience visée, le message numéro 1 à retenir et l'action que j'ai envie d'enclencher tout de suite. Très clair. Donc là, tu nous as donné 2 conseils. Et donc le troisième conseil, c'était un peu pour aider les personnes qui nous écoutent sur comment un peu définir les thématiques des contenus que l'on peut rédiger. Et j'aime bien ton explication que tu m'as donnée par rapport bah, au fameux tofu, mofu, bofu. Donc j'ai hâte que tu partages ça avec les personnes qui sont là pour nous écouter. Ouais, alors, si vous avez un petit peu traîné sur LinkedIn, vous avez sans doute entendu parler du fameux tofu, mofu, bofu. Grosso modo, faut vous imaginer quoi? Faut vous imaginer un espèce d'entonnoir. Et la théorie de ce truc, c'est de nous dire, eh ben voilà, votre prospect, c'est un bon petit robot qui est hyper prédictible et qui va d'abord vous découvrir grâce à du contenu hyper mainstream où vous allez parler, je sais pas, de votre tante Jacqueline qui est super inspirante. Puis ce prospect, bah, il y a peut-être une chance qu'il soit un peu intéressé par vos services aussi. Et donc là, il va d'un coup découvrir un poste dans lequel vous avez partagé votre expertise et waouh, ça va vachement l'intéresser. Puis, bah, in fine, toujours ce même prospect, vous allez peut-être réussir à le convertir. Il y a plusieurs problèmes avec ce modèle. Je vais juste en citer 2 comme ça. Le premier, c'est que personne n'y comprend rien. Très franchement, moi, non, mais le nombre C'est vrai. de clients que j'ai qui sont complètement perdus, qui deviennent presque paralysés en se disant oui, mais je sais pas si là mon poste c'est quelque chose mainstream qui vise plutôt à m'apporter de la visibilité ou si je suis un peu dans la phase de qualification ou si c'est de la conversion, je suis un peu perdue. Donc, premier point, évitez de vous casser la tête. C'est pas très grave. Encore une fois, on n'est pas là pour perdre du temps sur des micro-détails qui sont vraiment très peu importants au final. Mais surtout, moi, le gros inconvénient que je vois, c'est que ça vient aussi un peu diluer notre audience. Parce que cette stratégie, elle est grandement basée sur le fait qu'on va d'abord attirer des gens avec des posts hyper mainstream, développer notre visibilité, développer notre audience autour de sujets qui forcément sont pas hyper reliés avec notre expertise. Donc, faut imaginer un peu moi, j'aime bien la métaphore du pêcheur. C'est un peu genre, on fait de la pêche en gros. On lance nos gros filets comme ça dans la mer, on prend plein de poissons et on se dit, hop, il y a bien un de ces poissons qui va être bon à Oui, manger et que c'est je vais ça. pouvoir cuisiner au resto ce soir. Bon, bah parfois, c'est bien aussi d'être le pêcheur un peu smart au milieu de son lac et qui sait exactement que là, il y a les bons poissons qu'il va pouvoir cuisiner ce soir. Donc, pour ça, je vous invite à prendre de la hauteur, du recul avec ce modèle, si ça vous convient, s'il vous plaît, si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux. Si pour vous, c'est un peu obscur, moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt de baser finalement votre stratégie autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, qui pour moi est le pilier qui devrait
dans l'immense majorité des cas, avoir le plus d'importance, c'est votre pilier quand même d'expertise. Donc là, l'idée, c'est justement de montrer votre expertise, de parler finalement du sujet que vous essayez de vendre à vos clients. Point barre. Parce qu'on est là pour ça. On n'est pas là pour entendre parler de Tata Jacqueline toute la journée. Deuxième point, ça va être Mais je l'aime bien, votre... moi, Tata Jacqueline. Oui, mais Tata Jacqueline, c'est pas Mais elle qui pas va sur nous vendre. LinkedIn. Voilà, Tata Jacqueline, on l'aime bien, mais Tata Jacqueline, elle a peut-être pas sa place sur LinkedIn ou pas dans des proportions Voilà. immenses. Non, il faut se focaliser en priorité donc sur le contenu un peu d'expertise. Ok, on a compris. Qui va en fait, ouais, qui va nous permettre de qualifier l'audience Mm. du point de vue de notre expertise. Donc en fait, là, on est un peu le pêcheur au milieu du lac et pas le pêcheur derrière son gros bateau avec son immense filet. On essaye déjà d'attirer à nous des personnes qui évoluent à peu près dans notre écosystème, ce qui nous permet en fait d'avoir une audience qui est beaucoup plus qualifiée et qui est beaucoup moins diluée. Oui, puis du coup, que les gens puissent vraiment bien comprendre quel est notre sujet de prédilection, sur quoi on peut les aider. Au final, c'est quand même ça la priorité, quoi. Ouais, et puis même d'un point de vue de la distribution du contenu, c'est un truc tout bête, mais avoir notre contenu qui est distribué à 10 000 touristes, en fait, ça, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais nous, ça va nous fausser aussi notre Mm. analyse. Et puis, effectivement, on perd peut-être des occasions que notre contenu soit vu par des personnes Oui. qui, en fait, sont vraiment intéressées par notre sujet. Et puis ensuite, deuxième catégorie, enfin, deuxième pilier, appelez ça comme vous voulez, il y a le contenu de connexion. Donc là, l'idée, ça va être de qualifier notre audience, encore une fois, mais du point de vue, cette fois-ci, un petit peu de notre fit. Donc, on va vraiment faire rentrer la notion de plaisir là-dedans en se disant, bah là, si je suis à l'aise de parler de moi, je peux partager un petit peu des contenus sur moi, des contenus un petit peu inspirants. Peut-être que je suis pas trop à l'aise de parler de moi, donc je vais plutôt mettre en avant des figures inspirantes dans mon industrie ou je sais pas, même si je fais du sport, dans l'univers du sport, Mm. voilà tel sportif, voilà ce qui m'inspire. En fait, l'idée, c'est que les gens puissent un petit peu palper qui se cache derrière la casquette d'expert. Et ça va permettre finalement d'activer un petit peu ce facteur préférentiel de ah bah tiens, c'est un bon expert, mais en plus on a des points communs. Donc c'est une personne qui m'inspire confiance, c'est une personne avec qui je me vois travailler. Et donc là, voilà, encore une fois, qualification de Mm. l'audience, vous allez finalement pouvoir attirer à vous des profils qui vous ressemblent un petit peu, qui partagent votre philosophie au-delà d'avoir simplement besoin de vos services. Et puis enfin, on a vraiment un contenu promotionnel parce que on est aussi là pour parler de nos offres, de nos services avec fierté. Et malheureusement, celui-ci, on le met un peu trop souvent de côté. Donc, on a tendance à ne pas trop vouloir vendre, à ne pas trop vouloir faire la promotion de nos offres et nos services. C'est pour ça que ça me tient à cœur de le mettre en troisième pour ne pas l'oublier. Oui, tu as raison. En plus, ça veut pas dire qu'il faut en parler tout le temps, mais il faut quand même de temps en temps ne pas oublier de le faire, quoi. Donc, en gros, tu nous as partagé un peu trois thématiques, on va dire, de publication, enfin, sur comment répartir nos publications. Donc, il y a le plus gros de nos publications, donc ça va être tout ce qui est contenu un peu expertise. Ensuite, ne pas oublier de faire des contenus un peu pour connecter avec l'audience, donc en se faisant un peu plaisir et montrer qui se cache derrière l'expert, comme tu dis. Et troisième point à ne pas oublier, donc faire des contenus promotionnels de temps en temps. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que finalement, quand tu l'expliques comme ça, je pense que c'est assez clair pour les auditeurs et les auditrices, parce que finalement, on sort des trucs très techniques et du vocabulaire, du jargon marketing et communication, et là, on va dans le vif du sujet, et je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, pour résumer les trois conseils que tu nous as donnés sur la création de contenu, donc la première phase, on va dire, c'est de passer par une phase un peu test and learn, sans forcément attendre de résultats et sans trop se mettre la pression. Le deuxième conseil, donc, c'était de passer par ton processus de cadrage. On va pas répéter les quatre questions, mais tu nous as partagé quatre questions hyper intéressantes à se poser pour ça. Et le troisième conseil, finalement, c'était dans la partie création de contenu et les thèmes des contenus à partager. Donc, c'était hyper complet. Et juste avant, bah, malheureusement, de clôturer l'épisode parce il va le falloir bientôt. Il y a un truc que tu dis aussi, enfin que tu m'as partagé un peu en off, qui est hyper intéressant, je trouve, à partager dans cet épisode. C'était parler un peu, tu sais, du mythe de la génération de leads sur LinkedIn, où il y a beaucoup de gens qui disent, bah, sur LinkedIn, en fait, si vous respectez telle stratégie, vous allez forcément prospecter, trouver des clients en masse, etc. Et j'aimerais bien que bah, toi, tu nous donnes ta vision, parce que je trouve qu'elle est hyper rassurante finalement pour des personnes qui ne sont pas non plus influenceurs sur LinkedIn, quoi. Ça, c'est une critique que je vais faire envers moi-même parce que je pense que j'ai... Non, mais c'est vrai, je pense que c'est important de le dire à un moment donné. C'est pas que je suis tombée là-dedans massivement, mais ça m'est arrivé de l'utiliser en tant qu'argument marketing. Et c'est encore très, très répandu sur le marché. Le fameux mythe du attirer à vous un flux de prospects sans jamais prospecter. En gros, attirer à vous des clients, signer des clients en masse et depuis votre canapé, sans rien faire, les gens viennent à vous. Il y a plusieurs origines à ça. Déjà, c'est très sexy comme promesse.
Deuxièmement, je sais que la prospection, c'est quelque chose qui peut être très douloureux, très effrayant pour beaucoup de personnes. Et donc forcément, quand les clients, les prospects viennent nous voir, donc moi en l'occurrence en rendez-vous, c'est souvent un besoin, une envie qui revient. Et donc forcément, le marketing est basé là-dessus. En revanche, si on prend un peu de hauteur, le luxe de pouvoir vivre uniquement sur les leads comme ça entrants qui viennent à nous est très très restreint. Ça concerne très peu de personnes, notamment très souvent les personnes qui elles-mêmes évoluent dans l'univers de la création de contenu. C'est ce qui est un petit peu paradoxal. Et en fait, c'est un mauvais conseil, je pense, pour la plupart des gens. Donc, je tiens vraiment à le dire. Je connais très peu d'entrepreneurs, très peu d'industries qui peuvent se passer finalement de la prospection, qui peuvent se passer du setting, donc simplement le fait d'identifier un potentiel prospect. Donc, comme on le disait un peu plus tôt, avec une question ouverte, peut-être dans un post, de venir créer des conversations sans que ce soit forcément une démarche qui est hyper agressive, hyper commerciale et tout machin. Mais soyez proactifs, activez aussi votre réseau parce que ce mythe en est un. Réellement, c'est un luxe pour certaines personnes, mais pour la majorité des gens, ça ne l'est pas. Et ce serait trop dommage que vous perdiez du temps et que vous n'arriviez pas à vivre de votre activité parce que vous avez l'impression que tout le monde sur LinkedIn arrive à vivre de son business sans devoir bouger le petit doigt. Voilà. Ouais, et puis surtout, comme tu dis, ça peut être une perte de temps et de la déception qui fait que finalement on va tout arrêter. Alors qu'en fait, il faut voir ça dans son ensemble, c'est-à-dire que ok, bon, on peut réussir à trouver des clients sur LinkedIn, bien sûr, on remet pas en question ça, mais en fait, il faut le voir en complément du réseau physique qu'on peut avoir, des actions de com qu'on peut mener, enfin de la prospection. En fait, je pense que quand on veut trouver des clients pour son entreprise et développer son entreprise, on peut pas tout miser sur LinkedIn et d'autant plus que, comme tu as dit, c'est quand même assez rare les gens qui arrivent à vivre uniquement, à trouver des clients uniquement via LinkedIn, quoi. Donc, merci de nous avoir partagé ça. Je pense que ça nous rassure. Voilà, donc c'est pas du tout anormal. N'ayez pas peur. Et d'ailleurs, on se retrouvera dans le prochain épisode encore toutes les deux, justement, pour où tu vas nous partager un peu tes conseils pour tenir sur la durée sur LinkedIn sans s'épuiser. Et on va parler notamment un peu d'idées reçues ou de mythes qu'on peut avoir sur LinkedIn. Donc, on ira un peu plus loin sur le sujet. J'ai pas envie de te quitter tant que tu m'as pas partagé ta citation inspirante. Est-ce que tu veux bien nous dire quelle était la citation que tu avais choisie? Alors, c'est une citation de Albert Moukaïber, qui est un docteur en neurosciences, hyper intéressant. Je vous invite vraiment à l'écouter. Ce mec est génialissime. Et il a un truc qui dit assez fréquemment, notamment en interview. Je sais pas s'il l'a écrit, mais en tout cas, il l'a dit à nombreuses reprises, qui est une sursimplification ne vaut souvent pas mieux qu'un mensonge. Et ça veut nous dire, qu'est-ce que ça nous dit en fait? C'est que très souvent, et d'autant plus sur les réseaux, on a tendance un petit peu à sursimplifier une idée. Et je trouve que c'est super important finalement de prendre le temps, d'avoir des espaces même comme celui-ci pour apporter un peu plus de nuances. Parce que très souvent, il n'y a pas de vérité universelle. Et idem pour les réseaux, on en parlera du coup dans le prochain épisode. Mais la nuance est reine et sursimplifier un truc, parfois, c'est justement véhiculer de fausses informations. C'est magnifique. C'est parfait pour clôturer l'épisode. En fait, justement, si je pense que si on doit résumer là l'épisode, la vingtaine de minutes ou plus qu'on vient de passer ensemble, je pense qu'il y a un truc à retenir, c'est que déjà, on s'adresse à des humains. Donc, c'est important d'essayer de comprendre le mécanisme, mais ne pas non plus trop se baser sur des règles, des on-dit, des règles de réussite absolues. Et ce que tu viens de dire sur le côté nuance, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui peuvent fonctionner pour quelqu'un, qui fonctionneront pas pour quelqu'un à côté qui fait la même activité. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder tout ça en tête, je pense, pour clôturer cet épisode. Exact. Donc, avec Léa, on va vous dire au revoir. Mais si vous êtes là la semaine prochaine, vous pourrez écouter du coup l'épisode 2 que j'enregistre avec Léa. Léa, je te dis à tout de suite. À tout de Et suite. puis à très vite pour les auditeurs d'Astuces de Com.